Merci beaucoup, professeur Hassani, pour cette présentation. Je vous demande d'arrêter le diaporama. D'accord. Et oui, donc on va, avant de passer aux questions, donc je remercie l'équipe, on va dire, l'équipe de SPO pour nous permettre de faire ces webinaires. Je remercie le président de la SPO, il est présent. Donc, je vais m'occuper des questions sur le webinaire, sur Zoom, et le docteur Benzaka sur les questions sur Facebook. Alors, en attendant, j'ai pas de questions. Donc, en attendant que les participants posent les questions, j'ai juste une question à vous poser. C'est que on sait que la corticothérapie, c'est la pierre angulaire de la prise en charge de l'asthme, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Et actuellement, il y a, on va dire, deux grandes classes, corticothérapie seule et corticothérapie en association avec donc les bronchodilatateurs à libération prolongée. Et la question des pédiatres, ils disent quand est-ce faut-il donner corticothérapie, prescrire initialement une corticothérapie seule et quand est-ce on prescrit l'association? Alors, la corticothérapie seule, en fait, il faut la donner en cas d'exacerbation. En fait, moi, je suis d'abord pneumologue, hein, donc j'ai à prendre en charge rarement les enfants. Mais en fait, selon les recommandations, là, les bronchodilatateurs à libération, action rapide, pardon, ils sont donnés plutôt en cas d'exacerbation. Mais si les malades font plus de 3 symptômes par semaine, il vaut mieux associer des corticoïdes parce que ça témoigne tout simplement de l'inflammation au niveau de la muqueuse bronchique. Si le nombre, les symptômes sont assez fréquents, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir cette corticophobie, il faut aller vers la prescription des corticoïdes. Le souci en Algérie, par contre, justement pour l'association fixe, c'est que on n'a pas d'association fixe sous forme de en fait qui sont adaptées aux enfants, c'est-à-dire association sous forme d'aérosol doseux qu'on peut donner dans la chambre d'inhalation. Et donc parfois on donne une corticothérapie dissociée, on associe de bénicolienne. OK. Docteur, professeur Adoui, Oui. moi j'ai des problèmes de connexion, donc si docteur Turki m'écoute, si ça coupe, je prends les questions sur Facebook. Alors la première question, professeur Essani, est-ce Oui. qu'un médecin généraliste a le droit de traiter l'asthme de l'enfant? Vous savez, Est-ce qu'un médecin généraliste a le droit de... bien sûr, vous savez, le problème, justement, le médecin généraliste, malheureusement, il n'a pas une grande place dans la prise en charge de l'asthme. Peut-être, bon, les choses ont évolué pour la prise en charge de l'hypertension artérielle, pour la prise en charge du diabète, mais dans l'asthme, là, il y a un gros souci. Donc, le plus souvent, dès qu'il y a un asthme, on l'envoie vers le spécialiste. Ce qui est recommandé, c'est qu'on peut prendre tous les malades, en fait, qui présentent un asthme qui n'est pas sévère. Le plus souvent, l'asthme sévère, c'est l'apanage du spécialiste parce que ça nécessite des explorations un peu particulières. Et normalement, le médecin généraliste, avec les recommandations qui ont été établies, c'est pas uniquement des recommandations établies pour le spécialiste. Donc, le médecin généraliste, il peut traiter un asthme, que ce soit chez l'adulte, que ce soit chez l'enfant. Il y a un petit souci, justement, de la classe, justement. Parce que souvent, la classe, quand un médecin généraliste prescrit donc une ordonnance de traitement, il faut que ça soit justifié par un spécialiste. Ça, c'est ce qui est une aberration. Donc, il va donner peut-être pour un mois, mais s'il donne pour 3 mois, ça va poser problème. Donc là, c'est des choses qu'il faut revoir pour la prise en charge. Le médecin généraliste représente la base de la santé. Il faut justement lui redonner sa valeur pour essayer de prendre en charge le nombre important des patients et et en fait décharger un petit peu la consultation spécialisée parce que parfois les différents stades de sévérité de la maladie sont noyés dans la consultation et parfois les malades sévères qui nécessitent une attention un peu particulière, on n'a pas vraiment le temps de les prendre en charge correctement. Merci. Il y a une autre question. Il parle pour est-ce que ces nouvelles recommandations GINA sont valables pour le salmétérol, corticostéroïde inhalé? Sinon, pourquoi la GINA recommande le formoterol en association et non pas le salmétérol? Alors, c'est une très bonne question. L'avantage justement du formoterol, c'est qu'il a une double action. Il a une action rapide, c'est-à-dire je peux le donner en cas d'exacerbation,
et il a une action prolongée qui peut atteindre jusqu'à 12 heures. Le salmétérol, lui, il n'a pas cette faculté. Le salmétérol, il a une action prolongée. Donc, c'est pour ça qu'on préfère donner, c'est-à-dire au lieu d'avoir deux dispositifs avec un formotérol et salmétérol, ce qui est facile, c'est de donner le corticostéroïde avec formotérol comme traitement de fond et comme traitement au long cours. Ça, c'est par rapport à l'avantage justement du formotérol qui est cette adaptation. Le docteur Ben Mansour Ben Sassi de Ouergla vous pose une question. Il ne comprend pas pourquoi au stade 1 GINA, on prescrit corticothérapie c'est à la demande, alors que il dit pourquoi ne pas donner de corticostéroïdes continus vu que l'inflammation existe même au stade 1 et elle peut contribuer à la guérison de l'as plus rapidement. Oui, c'est une bonne question. En fait, le stade 1, il a fait vraiment un grand débat de discussion. Et parce qu'en fait, moi personnellement, j'avais des malades qui étaient au stade 1 et qui étaient très très bien contrôlés et qui n'ont pas fait de problème. D'ailleurs, ça m'a un petit peu gênée quand on a vu ces recommandations. Mais en fait, ces recommandations ont été faites sur des études avec des corps très importantes, multicentriques, etc. Et ce qui a été remarqué, en fait, qui a poussé les sociétés savantes à recommander la prescription de la corticothérapie et associée à des bronchodilatateurs, c'est qu'on a remarqué que les malades qui ont un asthme léger pouvaient faire des exacerbations assez sévères et parfois même mortelles. Et donc, c'est pour cela que les sociétés savantes donc, nous recommandent de prescrire ce traitement. Deuxième option, je peux effectivement, donc même dans les recommandations du GINA 2019, on peut donner des corticoïdes à faible dose au long cours sans l'associer à un bronchodilatateur à libération prolongée. Donc, ça reste juste. Une question Okay. sur Facebook. Oui, allez-y, docteur Seki. Notre ami Bourazi. Quel est le corticoïde inhalé de premier choix chez l'enfant en fonction de sa balance bénéfice-risque? Quel est le corticoïde inhalé de premier choix? Il n'y a pas de premier choix. En fait, le choix existe. Hein. Donc, on a la beclométasone, on a le budesonide, donc là, qui sont disponibles chez nous. On a même la fluticasone qui est disponible chez nous. Donc, en fait, c'est laissé au choix du patient. Par contre, là, il y a le Foster, bon, en fait, qui associe formotérol et qui associe du budesonide. Là, l'avantage justement de ce traitement, bon, surtout particulièrement chez l'adulte, hein, parce que chez l'enfant, il faut le prescrire à partir de, je pense, de 12 ans. Là, il agit vraiment au niveau des petites voies, mais ça risque, si on le donne chez l'enfant, de donner des effets secondaires beaucoup plus importants et ça peut retentir sur la croissance. Et sinon, on a le droit de prescrire n'importe quel corticoïde, il n'y a pas de problème. Mais pensez d'abord effectivement au coût, hein, parce que le coût, les corticoïdes inhalés les moins chers, c'est surtout la beclométasone. Alors, le docteur Younes vous pose une question. Parfois, des médecins proposent aux parents d'arrêter les corticoïdes inhalés pendant la période estivale par diminution de la fréquence des crises, comme si l'asthme de l'enfant est généralement viro-induit. Que pensez-vous de cette attitude? Très bien. En fait, c'est pas recommandé. Avant, c'est ce qu'on faisait. On arrêtait toute thérapeutique pendant la période estivale, effectivement. Mais là, ce n'est pas recommandé parce qu'en fait, les symptômes peuvent reprendre de plus belle juste après, quelques mois après. Donc, pour éviter des exacerbations beaucoup plus importantes, il vaut mieux continuer le traitement. Et seulement continuer le traitement, mais pensez à évaluer, c'est-à-dire il faut toujours diminuer la corticothérapie de façon progressive jusqu'à la donner à la demande en cas de symptômes. Un autre commentaire, une question, 80 mg. Oui, docteur Benzerga. Bon, il y a une question, l'asthme et sensibilisation vis-à-vis d'un allergène, intérêt de la désensibilisation dans le traitement. Bon, et comment ça se déroule? Je pense que ça fera lieu d'un autre débat. Oui, tout à fait. Oui. Asthme et sensibilisation. Oui, est-ce qu'il y a c'est une des armes thérapeutiques. intérêt. Oui, je vous écoute, docteur Benzerga. C'est bon, c'est bon.
C'est-à-dire l'asthme avec un allergène, est-ce qu'il y a intérêt de la désensibilisation? Ça rentre dans le C'est traitement une de des fond. armes thérapeutiques qui est très important. D'ailleurs, la désensibilisation, c'est le véritable traitement anti-allergénique. Hein. Mais bon, ça, c'est pas l'objectif, c'est l'objet de ce Webinaire, oui. Merci, professeur. Alors, il reste deux petites questions. Plutôt un commentaire, une question. 80 mg de corticoïdes péros, c'est énorme, surtout chez l'enfant. Donc, on a tendance à réduire en fonction de l'âge. Non, c'est pas Péros. Oui? C'est pas Péros, hein. C'est pas 80 mg Péros. C'est 80 mg en injectable. C'est ça. Injectable ou Péros, c'est énorme pour l'enfant. Deuxième question, c'est que place des antibiotiques en cas d'exacerbation. Quelle est la place? Très bien. Alors, d'abord, pour la corticothérapie, les 80 mg de méthylprédnisone, ça, c'est la voie injectable. Chez l'enfant, c'est entre 1 et 2 mg par kilo. Hein. Ça n'a pas changé depuis longtemps. Donc, c'est pas 80 mg. C'est-à-dire, si vous décidez de donner une corticothérapie par voie injectable, il ne faut pas que cette corticothérapie dépasse les 80 mg par jour. Hein. Donc, c'est ça, c'est-à-dire c'est plafonné. Hein. Avant, on pouvait en donner 1 mg kilo et les malades faisaient beaucoup, etc. Donc, on dépassait cette dose. Et on a remarqué, effectivement, quand on dépasse cette dose, on donne cette dose, c'est la même chose. Donc, ça ne sert à rien d'augmenter les effets secondaires. Donc, ça, c'est pour la dose de corticoïdes. La deuxième question, rappelez-moi, s'il vous plaît. Place des antibiotiques en cas d'exacerbation. Très bien. Donc, en fait, il y a des recommandations, de nouvelles recommandations. En fait, ce n'est pas des recommandations, mais c'est des options thérapeutiques pour associer chez les malades qui sont dans le palier 5 du traitement, c'est-à-dire des asthmes qui sont sévères, parfois l'association d'un macrolide au long cours, mais pas à dose antibiotique, hein, pouvait améliorer l'état des patients. Pourquoi? Parce que les macrolides, ils ont une action immunomodulatrice, donc ils agissent sur l'inflammation et ça peut être une option qu'il faut rajouter en plus de tout l'arsenal thérapeutique qu'on donne dans le panier. Je vous remercie, professeur.